Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Azul Filaoun. Aujourd'hui, nous allons traiter le cas d'un mur poids avec un écran incliné. D'accord? Là, nous allons voir deux, trois petites choses nouvelles. On les verra tout à l'heure. Bien, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un mur poids, un écran incliné. Vous avez un massif stratifié. Donc, voici les données. Nous avons un remblai avec gamma égale 19, phi égale 25, c égale 15, une argile et un terrain naturel. Là, il se trouve que nous avons une nappe de ce côté-là qui se trouve à 6 mètres de profondeur et de l'autre côté, elle est au niveau du terrain naturel. Là, j'ai marqué un mur drainant, ok? Et nous allons voir comment on va traiter le mur drainant, c'est-à-dire qui contient des barbacanes. La première chose qu'on va faire, c'est étudier la poussée et on va commencer par la première couche. Dans la diapo suivante, nous avons, donc on commence par la première couche, ok? Et on écrit l'expression de la contrainte que vous connaissez maintenant. Sigma A égale Ka gamma, gamma Z plus KAQ par Q moins KAC par C. On va calculer les paramètres bêta, lambda, delta et phi. On va commencer par lambda. D'après la figure, je reprends la figure, la voici. Donc le lambda, c'est l'inclinaison de l'écran par rapport à la verticale. Et on va le déterminer en fonction du sinus et du cosinus. Donc on va dire tangente lambda égale 2,4 sur 9. Donc arc tangente égale, arc tangente lambda, c'est 2,4 sur 9 et ça nous donne 15 degrés. 14,63 et j'arrondis à 15. Bêta égale 0, phi égale 25 et je prends un frottement moyen de 2 tiers de 25, ça fait 16,67. La formule, vous la connaissez et ça me donne 0,47. KAQ égale KA gamma sur cosinus bêta moins lambda et ça me donne 0,47. Sinon, KAC c'est 1 moins KAQ sur tangente phi et ça me donne 1,14. Avec ces paramètres, je vais revenir à l'expression de sigma A et ça me donne l'expression d'une droite de la forme 8,55Z moins 12,4. Je calcule deux points qui correspondent à Z égale 0, donc sigma A égale moins 12,4 et Z égale 6 sur cosinus lambda. Je vous ai dit le Z lorsqu'on a un écran incliné, ce n'est pas le déplacement vertical mais le déplacement le long de l'écran. Ça me donne 6,22 pour le Z et sigma A égale 40,7 kN par mètre carré. Alors, on a pris l'habitude maintenant, lorsqu'on a une valeur négative et une valeur positive, il y a lieu de calculer le point où la contrainte s'annule. Elle s'annule à 1,45 m. Dans la diapo suivante, on va voir la deuxième couche. Ok. Maintenant aussi, à partir de l'exercice précédent, je vous ai montré comment on traite un problème de massif stratifié, bien de plusieurs couches. Lorsque je passe d'une couche à une autre, je remplace la couche par tout ce qu'il y avait au-dessus. Donc je suis maintenant à la deuxième couche. Je vais remplacer tout ce qu'il y a au-dessus de la deuxième couche par une surcharge. Qu'est-ce qu'il y avait au niveau de la deuxième couche, bien au-dessus de la deuxième couche? La surcharge 10 et une couche de 6 mètres de profondeur, bien 6 mètres d'épaisseur. Ça me donne au total 124 kPa. Voici la nouvelle surcharge, 124 kPa. Et on traite la deuxième couche comme si elle était la première. Donc, on va écrire l'expression de la contrainte. Donc, voici l'expression de la contrainte dans cette nouvelle diapo. Alors, sigma A égale KA gamma. Et là, j'ai marqué gamma prime. Z plus KAQ par Q moins KAC par C. Que représente gamma prime? Gamma prime, c'est ce qu'on appelle la masse volumique déjaugée d'un sol. C'est-à-dire, tout simplement, gamma moins gamma de l'eau. Donc là, je calcule KA gamma, KAQ, KAC. Bêta égale 0, lambda égale 15 degrés, phi égale 20 et delta égale 2 tiers de phi. Et on trouve KA gamma égale 0,518, KAQ égale à 0,537 et KAC égale à 1,27. L'expression finale, c'est une droite de la forme 5,18Z plus 53,9. Je calcule deux points qui correspondent à Z égale 0, donc sigma A égale 53,9. Et là aussi, le Z, c'est le déplacement le long du mur ou bien de l'écran. Z égale 3 sur cosinus lambda et sigma A égale 70.
On passe à la couche suivante qui est le terrain naturel. Okay? Donc voici la figure correspondante. Là aussi, je vais remplacer tout ce qui est au-dessus de cette couche par une surcharge. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme surcharge? C'est ce que nous allons voir dans la diapo suivante. Alors, il y a 154 plus 3 mètres de la deuxième couche. Mais avant cela, on va calculer les paramètres KA gamma, KAQ, KAC. On trouve KA gamma égale KAQ égale 0,426. Pourquoi? Parce que l'écran il est vertical, c'est-à-dire que bêta et lambda sont nuls. Alors là, j'ai dit qu'on ne calcule pas le C. Pourquoi? Le KAC. Pourquoi? Parce que le C est en nul. D'où KA gamma égale KAQ égale 0,426. Donc sigma égale sigma A égale 0,426. Alors là, j'ai pris également le gamma prime, la masse volumique déjaugée, à savoir gamma moins gamma de l'eau par Z plus KAQ par Q, ou bien 0,426 par 9 Z plus 65,6. Là, je vais calculer 2 points. Pour Z égale 0, j'ai sigma A égale 65,6 et pour Z égale 2, j'ai sigma A égale 73,3. Maintenant, on va parler de la poussée hydrostatique. D'accord? Mais vous allez me dire, le mur est drainant, donc on ne va pas prendre en considération cette poussée sur l'écran incliné. Je reprends la figure du mur. La voici. Donc, j'ai dit que le mur, il était drainant. Donc, on dispose des barbacanes ici. Alors, ces barbacanes, leur rôle, c'est de dissiper l'eau lorsqu'elle arrive au niveau de l'écran. Donc là, il n'y a plus d'eau. Pourquoi? Parce qu'elle traverse les barbacanes. Mais dans cette zone, du moment qu'il y a de l'eau de part et d'autre, les barbacanes ne servent à rien. Donc, on doit traiter la poussée de l'eau sur cette partie qu'on appelle l'amont du mur et sur cette partie qu'on appelle l'aval du mur. D'accord? Donc, on continue. Voilà ce que j'ai dit. Donc, le mur est drainant, donc on ne va pas prendre en considération cette poussée sur l'écran incliné, mais comme sur l'écran vertical, l'eau est de part et d'autre du mur, les drains ne servent à rien, et donc on doit prendre en considération cette poussée sur les deux côtés. Alors, sur l'amont du mur, l'expression de U, c'est 10Z plus la pression initiale qui était égale à 30. Donc, ça me donne 10Z plus 30. OK? Pour Z égale 0, je trouve U égale 30. Et pour Z égale 2, U égale 50. Du côté aval, c'est 10Z seulement. Et pour Z égale 0, nous aurons U égale 0. Z égale 2, nous aurons U égale 20. Voilà, j'ai rassemblé tous les résultats ici. On va les analyser. Donc, voyons voir. La première couche, on avait une valeur négative et une valeur positive. Et là, on a pris l'habitude d'annuler la valeur négative et de garder uniquement la valeur positive. C'est un triangle. Je vais lui associer une résultante P1. Deuxième couche, nous avons un trapèze. Je le décompose en rectangle et triangle. Le rectangle, je lui associe une résultante P2 et le triangle, une résultante P3. De même pour le terrain naturel, j'ai un trapèze, donc j'ai un rectangle et un triangle. Le rectangle P4, le triangle P5. Maintenant, le diagramme de la poussée de l'eau sur le côté amont. Donc nous avons 30 et 50. Sur le côté aval, 0 et 20. Là, pour la partie amont de la poussée hydrostatique, je vais la décomposer en un rectangle et un triangle. U1, U2. De l'autre côté, nous avons un triangle U3. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que le U2 est égal à U3 au niveau de la valeur. Mais U2 est opposé à U3. Donc, l'effet des deux poussées s'annule. Donc, je dis que U2 est égal et opposé à U3. Les deux forces vont s'équilibrer et s'annuler. Autrement dit, je ne vais plus parler de U2 et U3 et je considère uniquement U1. La suite consiste à calculer les PI, P1, P2 jusqu'à P5. Ensuite, calculer les composantes
P1X, P1Y, P2X, P2Y jusqu'à P5X, P5Y. Je vais également calculer U1, ok? Et je vais calculer les coordonnées X et Y de chaque poussée, d'après le repère qui est mentionné sur cette figure. Donc, par exemple, pour P1, quelle est la valeur de X? C'est cette distance. Okay. Cette distance, c'est X1 et cette distance, c'est Y1. D'accord? Mais là, vous allez devoir faire des calculs. Bon, juste une remarque. Peut-être qu'il y a une ambiguïté chez certains. Alors, pour par exemple P3, il faut la considérer ici. D'accord? C'est-à-dire P3, comme j'ai un triangle, il faut voir cette distance et prendre le tiers pour l'appliquer. C'est clair? Même chose pour P1. Il faut prendre cette distance, le tiers et l'appliquer. Même chose par exemple pour 5, P5. Vous prenez cette distance et ça se trouve à un tiers. D'accord? Bien. Voici dans la diapo suivante les calculs. Donc j'ai résumé sous forme de tableau les résultats. Là j'ai les poussées, par exemple là c'est P1, P2, P3, P4, P5 et U. Là, juste pour mémoire, quelle est la valeur de lambda plus delta? Pourquoi lambda plus delta? Parce que le P fait un angle lambda plus delta par rapport à l'horizontale. Donc, on doit prendre comme composante horizontale P cosinus lambda plus delta et comme composante verticale P sinus lambda plus delta. Donc, voici les résultats. Du moment que lambda égale 15 degrés et là, je rajoute 16,67, ça fait 31,67. 28,33 et 16,67. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de lambda, je suis sur un écran vertical. Les calculs, les composantes PY, Y et X. Si vous voulez, je vais faire le calcul de PY pour 1. Donc, pour cela, je vais revenir à cette diapo. Je veux calculer le Y, cette distance. Donc, qu'est-ce que je vais dire? C'est 2 plus 3 plus, alors, cette distance, c'est 4,76. Qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre la distance verticale. Pour cela, je vais dire 4,76 cosinus lambda. Et là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tiers. Donc, Y1 égale 2 plus 3, ça fait 5. Plus 4,76 cosinus lambda sur 3. De même pour x. Comment je vais faire pour x? C'est simple. Au lieu de dire ça, plus ça, plus ça, je vais dire c'est tout ça moins cette distance. Donc je vais dire 3 plus 3 plus 2,4, ça fait 8,4 moins. Alors cette distance, c'est 3 tangentes lambda. Et cette distance, c'est 4,76 sinus lambda et je prends un tiers. Donc ça va être 8,4 moins 3 tangente lambda moins 2,76 sinus lambda, 4,76 sinus lambda pour avoir cette distance et je prends un tiers. D'accord? Alors, juste une remarque. Lorsque, par exemple, j'ai cette force qui se trouve à un tiers sur ce côté, lorsque je trace une verticale, cette poussée se trouve à un tiers de la verticale et un tiers de l'horizontale. On peut démontrer ça par des triangles semblables. D'accord? Alors, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter par commentaire et je vous donnerai plus d'explications. Donc, le tableau est défini par 3 colonnes qui nous intéressent, les PX, les PXYI, les PY, les PYXI. Je vais faire la somme de cette colonne, la voici. La somme de cette colonne, la voici. La somme de cette colonne, la voici. Et la somme de cette colonne, la voici. Donc là, nous avons somme des forces motrices. Non, pardon, somme des forces horizontales. Là, nous avons somme des forces verticales.
Là, nous avons le moment produit par les forces horizontales, le moment produit par les forces verticales. Maintenant, il nous faut calculer le poids du mur et on va le décomposer comme suite. Donc, voici la décomposition du mur. Je l'ai décomposé en 3 sections. W1, W2 et W, mais j'ai pris un prime 3, je vais l'expliquer tout à l'heure. Alors, W1, c'est l'air, ça fait 23 par 3 par 9. Ça donne 621, pardon. Et le XW1, c'est cette distance. Donc, ça fait 3 plus 3 sur 2, ça fait 4,5. W2, c'est 23 par cette distance, c'est 2,4 par 9 sur 2. Pourquoi? Parce que c'est un triangle. Le XW2, c'est tout ça, c'est-à-dire 3 plus cette distance, c'est 2,4 divisé par 3. Ça me donne 6,8. Maintenant, pour la tranche 3, il y a un petit problème. C'est que la tranche 3, du moment qu'il y a de l'eau de ce côté-là et de l'eau de ce côté-là, la tranche W3 se trouve dans l'eau. Et tout objet se trouvant partiellement ou totalement immergé dans l'eau est soumis à ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Alors, la poussée d'Archimède, c'est quoi? C'est une force de soulèvement. Donc, elle va essayer de soulever l'objet en question. Et si je veux calculer le poids réel, ça va être le poids moins la poussée d'Archimède. Alors, comment on calcule la poussée d'Archimède? Je l'ai définie ici. C'est la masse volumique de l'eau, donc 10 par le volume immergé. Mais là, je me rends compte que la totalité de la tranche 3 est dans l'eau. Donc, le volume immergé, c'est le volume de la tranche. C'est pareil. Donc, j'ai détaillé les calculs ici, mais par la suite, on va abréger. Donc, poussée d'Archimède, c'est gamma de l'eau par volume immergé. C'est 10. Le volume immergé, c'est la totalité, c'est-à-dire 2 par 8,4. Sinon, le poids de la tranche, c'est quoi? C'est 23 par 2 par 8,4. Donc, si je détermine W', je vais dire 23 par 2 par 8,4 moins 10 par 2 par 8,4. Je peux mettre en facteur 2 et 8,4. Ça me donne à la fin 23 moins 10 par 2 par 8,4. Ou bien 13 par 2 par 8,4. Alors, le 13, je peux lui donner un nom, mais je ne sais pas si ça marche. Je peux dire que 13, c'est quoi? C'est la masse volumique déjaugée du béton, mais je crois que ce n'est pas vraiment juste de dire ça. Allez, on va garder ce terme, mais on a compris en quoi il s'agit. Alors, W'3 égale 218,4 et XW'3, du moment que cette distance c'est 8,4 et que là c'est un rectangle, donc je suis au milieu, donc c'est 8,4 sur 2, ça fait 4,2 mètres. Maintenant, on a terminé le calcul et on va pouvoir passer à la vérification de la stabilité du mur. Je vous ai dit, il y a 2 stabilités à vérifier. Une stabilité au glissement et une stabilité au renversement. On va commencer par la stabilité au glissement. On va définir 2 types de forces. Les forces motrices qui sont, dans notre cas, la somme des composantes horizontales plus la poussée de l'eau. On a déjà fait ce calcul à partir du tableau. Les forces résistantes, dans ce cas, c'est la somme des forces verticales, à savoir somme des composantes verticales plus somme du poids par tangente delta prime. Donc voici le détail des calculs. Le delta prime, c'est le frottement entre le sol et la fondation. Donc il s'agit d'un frottement qui se déroule entre la fondation et le sol qui la supporte. Alors j'ai estimé que le terrain naturel, c'est le sol de fondation également. Et j'ai pris un frottement moyen de 16,67. Le résultat, je l'ai ici, ça fait 380. Le coefficient de sécurité au glissement, c'est le rapport entre les forces résistantes et les forces motrices. On trouve 0,75, comparé à 1,5, c'est inférieur. Et la conclusion, c'est que le mur n'est pas stable au glissement. Stabilité au renversement, là aussi c'est la même chose, sauf que là, nous avons à déterminer des moments. Donc, moment renversant, somme des Px, YI, plus U1, X, U1,
Normalement, ça c'est YU1. Je m'excuse, je vais la corriger tout à l'heure. OK? Donc, somme dpx YI plus U1 YU1 et ça me donne 1311,1 kN par mètre linéaire. Moment stabilisant, c'est toutes les forces verticales, somme des PYXI plus W1 XW1 plus W2 XW2 plus W'3 XW'3 et on trouve comme résultat 6832,3. Le coefficient de sécurité au renversement, c'est le rapport entre les deux et on trouve une valeur égale à 5,12 comparé à 1,5. C'est supérieur et on va dire que le mur est stable au renversement mais pas au glissement. Pour la prochaine fois, je vous laisse réfléchir. Donc là, il s'agit de revoir un petit peu la conception de notre mur et de proposer des solutions. Alors, les solutions, c'est uniquement pour le glissement puisque le renversement, il est vérifié. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder l'expression du coefficient de sécurité au glissement. Il y a des paramètres au niveau du numérateur et des paramètres au niveau du dénominateur. Donc, si vous voulez que le coefficient augmente, il faut ou bien augmenter le numérateur, ce terme, ou bien ce terme, ou bien ce terme, ou bien diminuer le dénominateur, ou bien les deux en même temps, c'est-à-dire augmenter et diminuer. OK? Pour cela, vous allez proposer des solutions. Exemple simple, je veux augmenter le volume du mur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce terme va augmenter. OK? Mais il ne faut pas aller directement vers des solutions. Il faut les énumérer, c'est-à-dire écrire sur un papier, voici une solution, 2, 3, etc. Mais vous allez commencer par appliquer les solutions suivant le coût. Si on estime que le coût, c'est une chose très importante pour une structure de mur de soutènement. Sinon, vous pouvez choisir ce qu'on appelle un autre critère et vous allez classer les solutions en fonction de ce critère. On va parler de tout ça la prochaine fois. Je vous laisse réfléchir sur les solutions. Ensuite, on verra comment on va résoudre le problème. Sur ce, j'aurai terminé avec cet exercice. Je vous remercie et à la prochaine fois. Mais n'oubliez pas, bien sûr, comme toujours, de vous abonner à ma chaîne et de partager avec les autres. Merci bien et à la prochaine fois.